nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime spécial, famille en quête de vérité, vous propose ce soir 3 affaires criminelles qui demeurent à ce jour non résolues. Crime spécial, en quête de vérité, c'est tout de suite. Le soir du 19 août 2012, à Royan, Quentin, 17 ans, conduit sa moto, accompagné d'un ami à l'arrière. Mais très vite, une panne le force à s'arrêter sur le bas-côté de la route. Et alors que le jeune homme accroupi tente de réparer sa moto, une camionnette blanche, tout feu éteint, le fauche et prend la fuite. L'adolescent décède dans les minutes qui suivent. Valérie, la mère de Quentin, n'a qu'une certitude. Il s'agit d'un meurtre. Et pour cause, les mois précédant le drame, Quentin était menacé de mort et avait peur. Alors, s'agit-il vraiment d'un banal accident de la route? Ou la réalité est-elle beaucoup plus sombre? À qui appartient cette camionnette blanche? Les parents de Quentin connaîtront-ils un jour la vérité? C'est une bataille, c'est une guerre que je mène, c'est ce qui m'aide à tenir debout, encore aujourd'hui. Le 29 juillet 2005, à Lombron, dans la Sarthe, Annick, une mère de famille de 47 ans, est retrouvée pendue au prunier de son jardin. Très vite, les enquêteurs concluent au suicide. Mais la famille, de son côté, a de sérieux doutes. Car dans ce dossier, les éléments troublants sont nombreux. À commencer par le peignoir de la victime, maculé de terre. Tout semble indiquer qu'Annick aurait été traînée sur le sol. Alors, comment expliquer toutes ces incohérences sur la scène du drame? Les doutes de la famille sont-ils légitimes? Et s'il s'agit d'un meurtre, qui pouvait en vouloir à cette mère de famille? La justice, normalement, c'est pour connaître la vérité. Et en fait, là, on dirait qu'ils n'ont pas envie de la connaître et qu'ils veulent qu'ils veulent étouffer le truc. Le 13 juillet 1999, à Troyes, Annelise, 52 ans, disparaît mystérieusement de son domicile. 5 jours plus tard, son corps sans vie est découvert en bordure de Seine. Un garrot et une trace de piqûre sont retrouvés sur son bras droit. L'autopsie révèle la présence de 2 produits anesthésiants dans le sang d'Annelise. Pour les enquêteurs, c'est désormais clair, il s'agit d'un suicide. Mais Michel, son mari, n'y croit pas. Alors, que s'est-il passé ce 13 juillet 1999? Si Annelise ne s'est pas suicidée, comme le pensent ses proches, que lui est-il arrivé? Et pourquoi certaines pistes n'ont-elles pas été suffisamment exploitées? Je ne sais toujours pas comment le drame s'est produit. Je sais que ça ne me la ramènera pas, mais pour moi, c'est indispensable de savoir comment les choses se sont déroulées. Crime spécial, famille en quête de vérité débute et vous propose de revenir sur un accident de la route aux circonstances troublantes. Un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique de Quentin, un adolescent de 17 ans dont la vie va s'arrêter subitement au bord d'une route nationale un soir d'été 2012. Un drame qui va bouleverser à jamais toute une famille qui va se battre pour connaître la vérité. Je
Je pense que Quentin a été suivi. Ça a été fait délibérément. C'est pas un accident. On lui voulait du mal à Quentin. Nous sommes à Royan, en Charente-Maritime. Située sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde, la commune est dotée de 5 plages de sable fin et d'un port de plaisance qui en font l'une des principales stations balnéaires de la côte atlantique. C'est une région très diverse, très riche, avec une superbe lumière. Et Royan est un point attractif, essentiellement évidemment l'été. On l'appelle des fois la principauté de la Charente-Maritime. C'est-à-dire que c'est là qu'il se passe les choses l'été, quoi. C'est vraiment l'endroit où il faut être. C'est dans un quartier sud de la ville que Quentin, un jeune homme de 17 ans, vit avec ses parents, Patrick et Valérie, et ses 2 petites sœurs. Le dimanche 19 août 2012, comme à son habitude, la famille profite du charme estival du littoral. C'est une journée très ensoleillée, une belle journée d'été. On a profité de la plage l'après-midi avec les filles. Quentin est sorti de son côté voir ses amis. Et le soir, on a fait un petit barbecue en famille. À la fin du dîner, Quentin décide de se rendre chez l'une de ses amies à Médis, une petite commune située à seulement 6 km de Royan. Je n'aimais pas qu'il sorte le soir. Et là, exceptionnellement, on l'a autorisé. Et en fait, il est parti de la maison vers 20h30. L'adolescent est rejoint par son ami Alexandre. Les 2 jeunes gens montent alors sur la moto de Quentin et prennent la route, direction Médis. Mais à 23h, Valérie reçoit un appel téléphonique. Et au vu de l'heure tardive, la mère de famille s'inquiète aussitôt. Ça m'a semblé bizarre. Ça arrive très rarement. Donc en décrochant, je me suis douté qu'il y avait quelque chose. Ma femme a répondu et elle vient me voir, et je ne dormais pas. Et elle vient me voir, elle me dit bah, tiens, il y a un problème, Quentin a eu un accident. Patrice et Valérie prennent immédiatement la route. Il ne leur faut que quelques minutes pour rejoindre le lieu de l'accident. Il fait nuit, les gyrophares sont là, les pompiers sont là, tout est bouclé, l'angoisse monte et évidemment ça prend une dimension dramatique. Mais à leur arrivée, Patrice et Valérie ont interdiction de franchir le périmètre de sécurité. N'ayant aucune information sur les conditions de l'accident et l'état de santé de Quentin, la panique les submerge. Je m'en doutais qu'il y avait un drame. Il y a le camion des pompes funèbres qui passe au même moment, qui s'arrête et qui vient nous voir de chacun de notre côté. Il y avait ma femme et c'est là qu'il nous a dit que Quentin était décédé. C'est une douleur atroce. Mal partout, tout mon corps, des hurlements. Et il dénie aussi, il dit non, c'est pas possible. C'est pas lui, vous vous trompez. Les policiers de Royan apprennent alors à Valérie et Patrick que leur fils de 17 ans a été fauché par un véhicule alors qu'il se trouvait en bordure d'une route nationale à la sortie de Royan. Pour Valérie, c'est l'incompréhension. Pour moi, j'aurais dû être là-bas pour tenir la main à Quentin, pour qu'il sente ma présence. Pour moi, il est parti tout seul. Je voulais lui parler, même s'il était inconscient, je voulais lui dire « Tiens bon, je suis là, je t'aime ». Je n'ai même pas pu faire ça. Alors, que s'est-il passé ce soir du 19 août 2012 ? S'agit-il vraiment d'un banal accident de la route ? Ou la réalité
est-elle beaucoup plus sombre? À Royan, sur l'accotement de la route nationale, lieu de l'accident, les enquêteurs commencent leurs investigations. Mais la scène est malheureusement pauvre en indices. On n'a pratiquement rien. Les enquêteurs partent pratiquement de zéro. Pas de traces de freinage. La moto n'a pas été percutée. On n'a pratiquement rien, si ce n'est un petit bout en plastique, un petit bout peut-être de pare-choc qui est juste à côté de l'accotement. Afin de comprendre les circonstances de l'accident, les enquêteurs décident d'auditionner l'unique témoin, Alexandre, l'ami de Quentin. L'adolescent, encore sous le choc, apprend alors aux policiers que c'est une panne technique sur la moto de Quentin qui les a forcés à s'arrêter au bord de la route. Quentin installe sa moto sur la béquille, va chercher les outils et commence à revisser ce qui semble être le kit qui a dévissé. Alexandre déclare alors s'être tenu un peu plus en retrait, pendant qu'il envoie un message sur son téléphone portable pour prévenir de leur retard. Son attention est brutalement détournée par un bruit fracassant. Il y a un choc qui est très très fort pour Alexandre, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui voit le corps de Quentin faire un saut très important de plusieurs mètres, le voit retomber. L'adolescent affirme aux policiers avoir vu une camionnette blanche prendre la fuite. Mais lors de son audition, le jeune homme va livrer une autre information troublante. Ce qu'il nous dit, c'est que le véhicule est arrivé tout feu éteint puisqu'il rallume ses feux un peu plus loin. Le fait qu'il rallume ses feux implique qu'ils étaient éteints au moment de l'accident. Ce qui est troublant, c'est que dans le cadre d'un accident, le réflexe en cas d'embardé, c'est d'appuyer sur la pédale de frein. En l'occurrence, il n'y a pas de trace de frein. Et ça, c'est formel. Face à ces révélations, les proches de Quentin n'ont aucun doute. Il ne s'agit pas d'un banal accident de la route. Là où a eu lieu l'accident, il fallait vraiment sortir de la route pour aller chercher Quentin. Ils étaient très bien stationnés. Je pense que Quentin a été suivi. Ça a été fait délibérément. C'est pas un accident. On lui voulait du mal à Quentin. Alors, à qui appartient cette camionnette blanche? Le conducteur va-t-il être rapidement identifié? Et surtout, va-t-on savoir pourquoi il a pris la fuite? À Royan, la disparition brutale et tragique de Quentin, le soir du 19 août 2012, suscite une vive émotion. Ce garçon, plein de vie, a toujours su affronter les difficultés sans jamais se plaindre. Quentin a toujours été un battant. Il est venu au monde avec un pied beau. Ça n'a pas été simple. Ça a été beaucoup d'opérations. Ça a été beaucoup de douleur aussi, je pense, pour lui. Mais il a toujours croqué la vie à pleines dents et il ne s'est jamais laissé abattre. De nature joyeuse, Quentin affiche une bonne humeur communicative avec ses proches, notamment avec ses petites sœurs, Fiona et Manon. Il m'a appris à faire des roues avant avec mon vélo. Il levait mon guidon et puis après, il m'a fait un peu rouler et puis après, j'ai réussi à faire une roue avant. Il me protégeait tout le temps, il était tout le temps là pour moi, même quand je pleurais que ça allait pas. Dès son plus jeune âge, Quentin nourrit une véritable passion pour les engins mécaniques. Il adorait faire de la moto, monter dans les camions de l'armée.
Il a toujours adoré de faire du bricolage. À 16 ans, ce passionné de moto trouve alors sa voie dans l'apprentissage de la mécanique et ne tarde pas à décrocher son premier emploi en alternance en septembre 2011, soit 11 mois seulement avant sa mort. Dans son entreprise, lui, il était épanoui, c'était du bonheur pour lui. Il pouvait enfin bricoler, on lui apprenait, il bricolait au boulot, il rentrait à la maison, il bricolait encore. Il ne s'arrêtait pas. C'est à cette époque que Quentin fait la connaissance d'une jeune fille, une camarade de classe que nous appellerons Sandra. Les deux adolescents se plaisent, mais Sandra a déjà un petit ami que nous appellerons Pedro. À 19 ans, le jeune homme est bien connu dans la ville. C'est quelqu'un que tout le monde craint. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie d'avoir d'ennui avec lui. On change de trottoir quand on le croise. Parce que c'est quelqu'un, visiblement à son âge, qui a une certaine influence. C'est un peu le garçon qui a les gros bras. Et voilà, on a plus envie d'être copain qu'ennemi avec lui. Une amie proche de Quentin, qui croise régulièrement Pedro dans les rues de Royan, a accepté de témoigner ce soir de manière anonyme, par peur de représailles. C'est une personne, oui, très entourée. Et rien qu'en son regard, tu vois qu'il est menaçant. Même moi, je sais que je ne le regarderai pas dans les yeux. Mais Quentin, lui, ne prête pas attention à la réputation de Pedro. Et un soir de novembre 2011, soit 10 mois avant son accident mortel, le jeune homme se laisse séduire par Sandra, lors d'une fête entre amis. Cette soirée-là, il y avait Quentin et Sandra, donc il y a eu un bisou d'échanger. Et pas longtemps après, il y a Pedro qui est arrivé. Très vite, mis au courant de la situation, Pedro aurait alors menacé Quentin. Des menaces que l'adolescent avait confiées à l'un de ses amis, qui souhaite ce soir garder également l'anonymat. Pedro aurait dit à Quentin qu'il avait le fusil en fait dans sa voiture et que s'il continuait à tourner autour de Sandra, il lui mettait un coup en fait. Alors, Pedro aurait-il mis ces menaces à exécution? Et s'il s'agissait finalement d'un crime passionnel? Au lendemain de la soirée où Quentin a flirté avec Sandra, l'adolescent va devenir la cible de nombreuses intimidations. Quentin recevait des menaces par SMS, il le traquait partout, il voulait lui faire la peau, il voulait le faire souffrir, lui faire la peau. Quentin, effrayé, guette sans arrêt la présence de son harceleur. Et coïncidence troublante, l'homme conduit une camionnette blanche, un véhicule identique à celui qu'il a mortellement renversé. Il chargeait telle ou telle personne de surveiller les alentours et de lui dire si un certain fourgon blanc arrivait, de le prévenir tout de suite. Au fil des mois, l'adolescent épanoui change peu à peu de comportement. Quentin était devenu agressif, ingérable. Il a laissé tomber son apprentissage en mécanique moto qui était toute sa vie. Du jour au lendemain, il ne voulait plus aller travailler. En fait, il ne voulait plus rien faire de sa vie, quoi. Mais Quentin n'a jamais avoué à ses parents les raisons de ce changement brutal. Valérie, sa maman, avait pourtant essayé d'en connaître les causes. J'ai vu tout de suite qu'il y avait un problème. Je lui posais les questions régulièrement, s'il y avait un souci, si tout allait toujours bien. Sauf que moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisque c'était pas notre Quentin habituel. Et donc Quentin, jusqu'au dernier jour de sa vie, il a vécu avec la peur au ventre. Au commissariat de Royan, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Mais l'auteur de l'accident mortel, ainsi que la camionnette blanche, restent introuvables. Alors que les semaines passent et que l'enquête piétine, les langues se délient enfin.
J'ai une des amies à Quentin qui m'a confié que ce Pedro, un jour, l'a attiré à l'écart et lui a fait clairement comprendre qu'il était responsable de l'accident de Quentin. Valérie apprend également que son fils aurait été menacé depuis plusieurs mois par ce fameux Pedro. Immédiatement, la mère de famille informe les enquêteurs. Les amis de Quentin sont tous interrogés, mais en audition, rien ne filtre. Apparemment, ses amis qui connaissent, qui savent peut-être quelque chose, reçoivent des menaces dans la rue, sont invectivés, on leur dit « attention, si toi tu vas parler aux flics, tu vas voir ce qui va t'arriver ». Et donc, devant les enquêteurs, on se cantonne à des déclarations purement informatives, et visiblement, on ne va pas au bout des choses. Et pour cause, les amis de Quentin ont été témoins d'une menace troublante le samedi 18 août 2012, soit la veille de sa mort. Il a eu un appel en inconnu, on lui a dit de décrocher. Il ne voulait absolument pas décrocher, donc ça a laissé un message. Il a écouté, il est devenu pâle, on m'a demandé qu'est-ce qui se passait. On a écouté le message qui disait que toi, quand je vais te choper, dimanche, tu pourras plus manger ton steak. Donc là, tout de suite, on lui a dit qu'il fallait qu'il en parle à ses parents, qu'il aille au commissariat, mais il voulait absolument rien du tout. Les enquêteurs décident d'entendre Pedro. Mais lors de son audition, le jeune homme nie toute implication dans cette affaire. Il affirme même ne pas connaître Quentin. Manifestement, il ment, il nie les menaces que reconnaissent de multiples personnes. La question qui se pose, c'est où était-il au moment des faits? Et il s'avère qu'il est, chez la petite amie Sandra, et le père de Sandra va le confirmer. Et il n'avait aucune raison de mentir à ce sujet parce que c'est une relation qu'il n'appréciait pas. Pour les policiers, Pedro a un alibi solide. En l'absence d'éléments probants, aucune charge n'est retenue contre le jeune homme. Une décision qui sidère les proches de Quentin. Son alibi ne le disculpe pas. Pour moi, il n'a pas été assez bête pour faire ça lui-même. Pour moi, c'est pas une coïncidence, puisque Pedro roule en camionnette blanche, toute sa famille roule en camionnette blanche, et bizarrement, Quentin s'est renversé par une camionnette blanche. Mais alors, qui donc est à l'origine de cet accident? Les proches de Quentin vont-ils enfin connaître la vérité? Au commissariat de Royan, l'enquête se poursuit pour retrouver celui qui a ôté la vie au jeune Quentin. Il faut attendre avril 2014, soit 1 an et demi après la mort de Quentin, pour que l'enquête connaisse un incroyable rebondissement. Une lettre anonyme que Valérie découvre sur la tombe de son fils. C'est une lettre qui est écrite comme si elle était écrite de la main de Quentin, adressée à sa maman. Et elle indique que ce n'est pas un accident. Cette lettre, en gros, elle dit que ce sont bien les gens des voyages qui lui ont fait ça. Pour moi, je l'ai prise de façon quelqu'un sait quelque chose. Les parents de Quentin prennent cette lettre très au sérieux. Malheureusement, le juge d'instruction refuse toute analyse graphologique. L'affaire est à nouveau au point mort. Un an plus tard, en mai 2015, alors que la famille de Quentin perd espoir, des policiers contrôlant un camp de gens du voyage font une découverte inattendue. On prend un rebondissement dans l'affaire, effectivement, une camionnette qui est saisie par les enquêteurs, une fourgonnette blanche évidemment. Et un détail intrigue les enquêteurs. La camionnette semble avoir été accidentée. Sur le véhicule, les enquêteurs n'écartent pas la possibilité d'un choc entre un véhicule et un piéton. Les policiers font immédiatement le lien avec l'accident de Quentin, 3 ans plus tôt.
Le propriétaire du véhicule est alors très vite identifié. Il s'agit d'un homme que nous appellerons Rémi. Déjà connu des services de police pour conduite en état d'ivresse, Rémi est alors interpellé et interrogé sur son emploi du temps le soir du drame. Il va déclarer qu'à ce moment-là, il n'était pas là, il était à Tours et que donc il ne pouvait pas se retrouver dans la région de Royan. Or, tout démontre le contraire. Son véhicule se trouve dans la région de Royan. Les appels téléphoniques sont passés avec son portable. Et là aussi, il est identifié à proximité de Royan. Et sa carte bancaire est utilisée aussi. Donc, il est là, ce garçon. Face aux incohérences, l'homme est donc placé en garde à vue. Alors, Rémi pourrait-il avoir un lien avec l'accident du 19 août 2012 ? Pourra-t-on enfin identifier le meurtrier de Quentin ? Au commissariat de Royan, alors que Rémi est toujours en garde à vue, son véhicule fait l'objet d'une expertise minutieuse. Mais lorsque les conclusions de l'expert tombent, les enquêteurs sont dubitatifs. Il y aurait marqué sur ce papier, sur ce rapport d'expertise, le choc correspond à ce qui s'est passé le 19 août 2012. On aurait pu avancer, les enquêteurs auraient pu avancer. En l'occurrence, voilà, le véhicule est remis à neuf, et tout ce qui aurait pu être les dégâts d'un choc corporel, ils sont effacés. Les policiers n'ont aucune certitude que ce véhicule soit à l'origine de l'accident mortel. En l'absence de preuves tangibles, Rémi n'est donc pas mis en examen et ressort libre de sa garde à vue. Pour les parents de Quentin, c'est le choc. Mais ils gardent espoir de retrouver, un jour, le meurtrier de leur fils. Pour nous, c'est le coup de grâce parce que, presque 4 ans après, on se dit que les chances sont minimes de retrouver ce véhicule. C'est une bataille, c'est une guerre que je mène, c'est ce qui m'aide à tenir debout, encore aujourd'hui. Le 31 octobre 2015, jour de la Saint-Quentin, Valérie organise un rassemblement sur les lieux, en mémoire de son fils, disparu 3 ans plus tôt. Plus d'une centaine de personnes viennent rendre hommage à Quentin. À cette occasion, et pour la première fois, les élus locaux prennent la parole et affichent publiquement leur soutien envers la famille de Quentin. Ça fait mal, mais ça fait chaud au cœur aussi de voir toutes ces personnes pour qui Quentin a toujours compté et de voir aussi, quelque part, ça nous montre aussi comment il était aimé, apprécié. Ah bah j'ai toujours une larme et puis c'est vrai que ça me fait toujours mal au cœur. Hein. Ça vous robuste, mais c'est très dur. Ce jour-là, une banderole avec la photo de Quentin est également dressée à l'endroit où il a perdu la vue. Oui, la banderole de Quentin qui est là, qui est fleurie et qui est en permanence sur la route, et dont les fleurs ne faneront jamais, c'est une manière d'honorer la mémoire de Quentin. Il y a beaucoup de provocations aussi par rapport à la personne qui a fait ça à Quentin, et aussi beaucoup, surtout pour qu'on n'oublie pas Quentin et pour que tout le monde sache que cette affaire n'est pas résolue, qu'elle ne tombe pas aux oubliettes comme ça. Qu'on veut des réponses et qu'on tiendra et qu'on ne lâchera pas. À Royan,
Plus de 4 ans après les faits, la disparition tragique de Quentin reste un mystère. Pour ses parents meurtris, c'est une épreuve au quotidien et une plaie qui ne se refermera jamais. L'absence de Quentin, c'est très dur. Il m'arrive encore par moments d'avoir l'espace d'un instant dans ma tête, me dire tiens, m'attendre à ce qu'il rentre. Bonjour maman, je suis rentrée. Un petit moment d'égarement, quoi, de folie, mais j'aimerais. Je penserai toujours à mon fils, c'est vrai que je ne le verrai pas grandir. Je ne le verrai pas avec ses enfants, je ne le verrai pas avec ses copines. C'est un manque énorme. Crime spécial, famille en quête de vérité se poursuit et vous raconte maintenant une histoire incroyable, celle d'un suicide aux multiples incohérences. Voici ce fait divers bouleversant pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire troublante d'Annick, une femme de 47 ans, retrouvée pendue dans son jardin. Une enquête aux multiples incohérences et le combat d'une famille prête à tout pour faire éclater la vérité. Quand on me dit en fait que c'est un suicide, moi j'y crois pas du tout. Ouais, pour moi c'est un meurtre, ça c'est sûr et certain. Donc forcément, il y a un coupable. Hein. Nous sommes à Lombron, une bourgade de 1900 habitants, au charme rustique, située en plein cœur du département de la Sarthe. Ce qui est apprécié des gens qui viennent dans la Sarthe, c'est les 24 heures du Mans, les Alpes-Mancelles, les petits Alpes-Mancelles. En gros, c'est le point culminant de la Sarthe. Vous parlez de Lombron, c'est vous parler d'une certaine douceur de vivre, d'un calme, d'une quiétude. C'est dans ce cadre paisible que vit Annick Foucault, une mère de famille de 47 ans, a priori sans histoire. Il est 9h30 ce vendredi 29 juillet 2005, quand le calme de la gendarmerie du Mans est rompu par un coup de téléphone. Au bout du fil, un homme, visiblement agité, fait part d'une terrible découverte. On sent une inquiétude, on sent une angoisse. Il dit « J'ai retrouvé Madame Foucault suspendue à un arbre, morte, pendue. » Immédiatement, les gendarmes se rendent au domicile de la victime. À leur arrivée, quelques minutes plus tard, ils sont accueillis par la personne qui a donné l'alerte. Un homme que nous appellerons Thierry. Devant la maison d'Annick, un premier détail les interpelle aussitôt. Le portail est fermé avec une chaîne et un cadenas. Ce cadenas est positionné côté route. Pourquoi verrouiller avec une chaîne et un cadenas et le cadenas à l'extérieur de la propriété, côté voie publique, alors que si on ferme éventuellement qu'on est à l'intérieur de sa propriété, on va mettre la chaîne et le cadenas côté propriété pour pouvoir accéder en toute facilité pour l'ouverture ou la fermeture. Très vite, les enquêteurs brisent le cadenas pour accéder à la propriété. À l'arrière de la maison, ils découvrent le corps d'Annick, vêtu d'une nuisette et d'un peignoir. Un médecin légiste, dépêché sur place, procède alors aux premières constatations. On retrouve Annick donc pendue à un prunier, on retrouve ses chaussons pied gauche, pied droit inversés, on retrouve donc la chaise basculée, une lampe torche.
Le corps est suspendu à l'aide d'une rallonge électrique. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un suicide. Mais un détail attire l'attention du médecin légiste. La présence de terre sur les pieds et les jambes de la victime. Et s'il situe l'heure de la mort entre 4h et 8h du matin, l'expert ne peut se prononcer sur les circonstances exactes du décès. Il conclut son rapport en disant que pour lui, il ne peut pas dire que ce soit un suicide à 100%, mais il a des doutes, il pense que c'est une mise en scène, ou quelqu'un l'a aidé à se pendre. Quand on voit que les chaussons sont très propres, alors que Annick a les pieds maculés de terre, clairement, on peut se poser la question de savoir si ce corps n'a pas été traîné au sol. Et ce n'est pas tout. Le médecin légiste relève de nombreuses traces suspectes sur le corps de la victime. On se rend compte qu'il y a une marque à la tempe, on se rend compte qu'il y a une marque à la lèvre. On se suicide, on n'a pas toutes ces marques. Afin de déterminer les causes exactes de la mort d'Annick, le médecin légiste ordonne une autopsie. Les gendarmes, quant à eux, procèdent à la perquisition du domicile de la victime. Aucune trace d'effraction sur la maison, qu'elles soient les portes de devant ou les portes arrière, aucune trace d'effraction qui dit qu'il y a quelqu'un qui aurait voulu s'introduire par effraction. Quand ils sont rentrés dans la maison, ils ont vu que rien n'avait bougé. Il n'y avait rien de spécial, il n'y avait rien eu de volé, enfin, il n'y a même pas eu de lettre de suicide. Mais en poursuivant leurs investigations, les enquêteurs remarquent dans la cuisine une tasse remplie de café, recouverte d'un essuie-tout. Pour la fille d'Annick, ce détail n'est pas anodin. Ma mère avait l'habitude en fait de préparer son bol de café prêt à être mis au micro-ondes quand elle allait bosser le lendemain et tout. Et en fait, là du coup, il était déjà préparé. Enfin, ça laisse pas penser à quelqu'un qui a envie de se suicider derrière, quoi. Alors, que s'est-il passé dans ce petit jardin de Lombron, ce 29 juillet 2005 ? Annick se serait-elle vraiment donné la mort ? Les doutes du légiste sont-ils légitimes? Et s'il s'agissait, en réalité, d'un crime? À la gendarmerie du Mans, une enquête préliminaire est ouverte pour rechercher les causes de la mort. Thierry, l'homme qui a donné l'alerte, est entendu sur les circonstances de sa macabre découverte. Il s'agit d'un collègue et ami d'Annick. Ils sont chauffeurs de bus dans la même société. Et Thierry rend régulièrement service à la mère de famille. Thierry fait quelques menus travaux chez Annick. Et ce matin-là, il devait venir de bonne heure pour faire des travaux dans la salle de bain. Il est arrivé sur les lieux, il a essayé de sonner, ça ne répondait pas. Thierry tente alors de joindre Annick par téléphone, mais en vain. C'est là qu'il a décidé d'enjamber le portail pour voir ce qui s'y passait. Et c'est là en faisant le tour de la maison, qu'il a découvert le corps d'Annick. L'audition de Thierry ne permet pas aux enquêteurs d'en apprendre davantage quant aux circonstances de la mort d'Annick. Ils décident alors de procéder à une enquête de voisinage. Il n'y a aucun des enquêteurs qui est revenu en disant tenez, il y a telle ou telle personne qui a vu telle chose, qui a vu une voiture, qui a vu de la lumière, qui a entendu des bruits, qui a entendu des éclats de voix en fin de journée, etc. Voilà, rien. Pour les gendarmes, rien ne laisse penser à un acte criminel. Un avis qui est très loin de partager Nathalie, la fille d'Annick. Sa mère ne se serait pas suicidée. Selon elle, elle était en réalité en danger de mort. Quand on me dit en fait que c'est un suicide, moi j'y crois pas du tout. Pour moi c'est un meurtre, ça c'est sûr et certain. Donc forcément, il y a un coupable. Hein. Et pour moi, je pense tout de suite à Philippe.
Cet homme, que nous avons appelé Philippe, est le compagnon d'Annick depuis 3 ans. Au moment des faits, ils vivent sous le même toit. Cette idylle est au départ énorme, ils sont complémentaires, ils sortent, mais très rapidement, Annick se rend compte que c'est pas la personne qu'il lui faut, quoi. Et pour cause, Philippe, un chauffeur routier alors âgé de 45 ans, est régulièrement en proie à des accès de colère. Il lui avait poussé la tête contre un carreau, donc il avait éclaté le carreau. Après, elle avait des bleus. Et à l'annonce du suicide de sa mère, Nathalie se souvient alors qu'Annick lui avait fait une étrange confidence, quelques semaines seulement avant sa mort. Ça m'a marquée parce qu'en fait, elle m'a dit qu'elle voulait vraiment se séparer de lui, mais qu'elle allait peut-être avoir un drame parce qu'elle ne savait pas comment faire. Et là, franchement, je voyais qu'elle en avait peur. Face aux doutes de la famille, les enquêteurs décident d'entendre Philippe. Mais l'homme a un alibi solide. Au travail, cette nuit-là, rien ne permet aux gendarmes de le suspecter. Aucune charge n'est donc retenue contre lui. Alors, les doutes de la famille sont-ils légitimes? Et surtout, comment expliquer ces multiples incohérences sur la scène du drame? À la gendarmerie du Mans, les enquêteurs décident de se plonger dans la vie de la victime afin de mieux cerner sa personnalité. Annick est née à Crissé, un petit village rural de la Sarthe. Issue d'une fratrie de 5 enfants, la jeune fille est très vite contrainte d'aider ses parents à la ferme familiale. Elle se voit donc dans l'obligation de quitter très tôt l'école, juste après son certificat d'études. C'est assez dur à cette époque-là d'allier le scolaire et puis le travail. Mon grand-père, il était assez dur et il aimait bien que les enfants ils travaillent à la ferme. À 19 ans, Annick fait la connaissance d'Alain. La jeune femme tombe sous le charme. 2 ans plus tard, ils se marient et le jeune couple part vivre à Paris. De leur union naissent 3 beaux enfants. Mais en 1984, la veille de Noël, Alain décède brutalement. La jeune maman, à l'époque âgée de 27 ans, est dévastée. Seule, avec ses 3 enfants, elle revient alors s'installer dans la région du Mans. Ma mère a été très bouleversée. Elle a bien surmonté la pente. Elle avait beaucoup d'amis. Elle s'est construit une autre vie en fait ici. Annick mène de front vie familiale et professionnelle. Vendeuse dans un grand magasin du Mans, elle réalise en 2004, soit 1 an avant sa mort, l'un de ses rêves, l'achat d'une maison. À 46 ans, Annick est une femme heureuse. Elle est décrite par l'ensemble de ses collègues et de sa famille comme quelqu'un de souriante, joyeuse, quelqu'un qui aime la vie. Elle était épanouie dans son travail, appréciée de ses collègues. Ma mère était très joviale, très pétillante, très coquette. Elle attirait beaucoup les hommes, ça c'est sûr. Mais la même année, tout bascule. Un licenciement économique lui fait perdre son emploi. Pour Annick, c'est l'occasion de changer de vie. Elle passe alors son permis poids lourd et devient chauffeur de bus scolaire. Elle faisait des estras, mais elle remontait toujours la pente, c'était une battante. Donc, chose étonnante, pourquoi se suicider alors que, avec tout ce qu'elle avait vécu? Au regard du tempérament combatif d'Annick, personne ne peut donc croire à son suicide. Alors que Nathalie est sous le choc, elle apprend le soir même du drame que sa mère cachait en fait depuis des années un terrible secret.
Nous, on a toujours pensé en fait que mon père était mort en fait d'un accident de voiture. Mon papa, en fait, il s'est pendu. Il avait 29 ans à l'époque. Et donc, il s'est suicidé avec une corde. Alors, Annick aurait-elle pu se donner la mort dans les mêmes circonstances que son défunt mari, 20 ans plus tard? Une possibilité invraisemblable pour sa fille, Nathalie. Elle en avait parlé en fait à une de ses amies par rapport à mon père et elle lui a dit qu'elle avait beaucoup souffert en fait de la mort de mon père et du coup elle n'aurait jamais fait ça en fait, elle n'aurait jamais voulu qu'on subisse ça par rapport à mon père du coup. Dans les locaux de la gendarmerie, les enquêteurs sont sceptiques. Et s'il s'agissait d'un crime maquillé en suicide? Seule l'autopsie du corps pourrait permettre d'en savoir davantage. Mais quand les résultats de l'expertise tombent, le doute persiste. Elle est morte asphyxiée. Mais il y a une deuxième trace sur cette femme. Il y a une marque au cou qui ne correspond pas au lien de la corde. Donc chose qui laisse des questions, on va dire. On se suicide, on n'a pas toutes ces marques. Les experts concluent leur rapport en indiquant que le décès d'Annick pourrait être compatible avec une mort par pendaison. Mais ils n'excluent pas une éventuelle intervention d'un tiers. Pour moi, ça veut rien dire parce que du coup, là, il se mouille pas en fait dans le truc. Enfin, c'est entre les deux. Là, on est dans l'interrogation. Parce que s'il y a une tierce personne, s'il y a possibilité d'une tierce personne, ou alors une possibilité de pendaison toute seule, enfin, c'est bizarre. Alors, l'enquête va-t-elle réussir à déterminer si Annick s'est suicidée ou a été tuée? Et s'il s'agit d'un crime, qui pouvait en vouloir à cette mère de famille au point de lui ôter la vie? En mai 2006, soit 10 mois à peine après le drame, l'enquête aboutit à un non-lieu. Faute d'éléments probants, la juge d'instruction en charge du dossier conclut à un suicide. Philippe, le compagnon d'Annick, un temps suspecté dans cette affaire, est mis hors de cause. Elle nous explique qu'en fait, on ne peut pas relier une personne qui a été battue physiquement jusqu'à la mort de cette personne, parce qu'il n'y a pas de preuve matérielle. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi on ne peut pas la relier. Preuve matérielle, il faudra un coup de couteau ou quoi? Enfin, je ne comprends pas. Les proches d'Annick sont anéantis par cette nouvelle. Mais bien décidés à ne pas baisser les bras, ils font appel de cette décision en se constituant partie civile. Ils déposent alors une plainte contre X pour homicide volontaire. Pour eux, c'est pas possible que la justice passe à travers. Donc ils font appel en disant voilà, bingo, on va trouver le coupable. Ou au minimum, on va dire bah voilà, c'est clair, c'est pas un suicide. La police judiciaire d'Angers reprend alors le dossier et l'enquête repart à zéro. À la lecture de la procédure, l'hypothèse criminelle est cette fois-ci privilégiée. Et une certitude apparaît très vite. L'auteur fait forcément partie de l'entourage proche d'Annick. Mais si ce n'est pas Philippe, son compagnon de l'époque, de qui pourrait-il s'agir? Si on part sur la thèse criminelle, la personne connaissait bien les lieux pour la bonne et unique raison, c'est qu'il n'y a pas d'effraction, la personne connaissait bien la maison, voilà, pouvait éventuellement connaître quand Annick Foucault était vraisemblablement seule, que son compagnon Philippe était parti pour des raisons professionnelles. Mais c'est surtout le cadenas du portail de la maison d'Annick, retrouvé fermé côté voie publique, qui retient toute l'attention des nouveaux enquêteurs. On a
ce cadenas, qui est incompréhensible, sauf dans le cadre d'une scène de crime qui a été maquillée. Je vois mal Annick fermer le cadenas et enjamber son portail. Donc obligatoirement, c'est un habitué qui est passé ce jour-là, qui a tué ou qui a vu quelque chose et qui a refermé le portail avec le cadenas côté extérieur. Pour les proches d'Annick, une personne de son entourage s'est forcément rendue à son domicile le soir du drame. D'autant plus qu'un autre détail les intrigue. Ces chiens n'ont pas aboyé cette nuit-là. Des chiens pourtant connus pour être agressifs. La personne qui serait venue chez Annick ce soir-là, clairement, a sûrement été accueillie, qui connaissait ses habitudes. Je pense pas qu'un non-habitué serait venu dans la maison tout en sachant qu'il y avait 2 chiens qui étaient des gros chiens. Alors, les policiers d'Angers vont-ils réussir à lever le voile sur cette mystérieuse affaire? La famille d'Annick connaîtra-t-elle un jour la vérité? Au palais de justice du Mans, le 9 mars 2010, soit 4 ans après la relance de l'enquête, un juge d'instruction prononce le second non-lieu dans cette affaire. Il conclut à nouveau au suicide. C'est intolérable qu'on dise, à défaut d'avoir pu trouver qui l'a tué, on va dire que c'est un suicide. Alors que son corps nous crie le contraire, que les éléments du dossier nous crient le contraire. Je comprends pas. Parce que la justice, normalement, c'est pour connaître la vérité. Et en fait, là, on dirait qu'ils n'ont pas envie de la connaître et qu'ils veulent qu'ils veulent étouffer le truc. Mais pour Nathalie, hors de question de se laisser abattre. En avril 2012, elle décide alors de créer l'association Annick Foucault, que la lumière soit faite, avec l'aide de son ami Michel. On a été sur le terrain chercher des nouveaux éléments. On a repotassé tout le dossier depuis le début, et c'est là qu'on a relevé toutes les incohérences du dossier. Pour que leur voix ait de l'écho, les membres de l'association font également appel à la presse locale. On va commencer à médiatiser l'affaire et ça prend un peu d'ampleur au niveau régional pour du coup essayer de voir s'il n'y a pas des nouveaux témoignages qui vont arriver. Et très vite, l'affaire va connaître un incroyable rebondissement. En mai 2012, l'association reçoit 2 lettres anonymes. Des lettres manuscrites qui désignent un coupable. Philippe, le compagnon d'Annick. Le Corbeau, il nous envoie des trucs qui peuvent relier Philippe à l'affaire. On ne savait pas si c'était du lard ou du cochon, mais très rapidement, on a réussi à retrouver l'auteur de ces lettres anonymes. En effet, le Corbeau décide finalement de révéler son identité en contactant l'association. Il affirme être une connaissance de Philippe. Michel et Nathalie décident alors de le rencontrer dans l'espoir d'en savoir davantage. Alors, pourquoi cet homme désigne-t-il le compagnon d'Annick comme l'auteur des faits? Pourrait-il avoir été le témoin d'un fait troublant? À Lombron, le rendez-vous est organisé en toute discrétion. Le Corbeau livre alors des informations plus que troublantes sur Philippe. Il nous a affirmé que son patron est peut-être complice, peut-être qu'il l'avait couvert sur son alibi. Il nous a aussi affirmé que dans le lieu d'habitation de Philippe, il avait constaté de loin des affaires de femmes qui traînaient dans un hangar. Pourquoi, comment, c'est à creuser. Pour Nathalie, cette dernière révélation
n'est pas anodine. Elle lui rappelle aussitôt l'attitude étrange de Philippe quand il a récupéré ses affaires personnelles au domicile d'Annick le lendemain du drame. Je sais qu'il a pris des affaires de ma mère lorsque la maison a été sous scellé. Du coup, je me demande si c'est pas ces affaires-là, en fait, qu'il a jetées. Parce que peut-être que ça se trouve, il y avait des preuves dessus. Les proches d'Annick ont la conviction qu'une réouverture du dossier est désormais possible et que la vérité approche. D'autant plus qu'un nouveau témoin va se manifester. Ginette, une ancienne voisine d'Annick, est passée devant son domicile vers 4h20, la nuit du drame. Et ce qu'elle révèle est édifiant. Je vois de la lumière chez elle et je vois une ombre qui fait un grand geste du plafond comme ça et qui s'abat comme ça. Mon impression, c'était que quelqu'un assénait un coup. Face à tous ces nouveaux éléments, la famille d'Annick réclame une réouverture du dossier auprès du procureur du Mans. Le 18 septembre 2013, la demande est examinée devant la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Angers. Au terme des débats, le verdict tombe. La clôture de l'affaire est confirmée. Nathalie, sous le choc, s'effondre. À ce moment-là, je comprends plus. Là, franchement, je comprends plus le monde de la justice parce que bon, normalement, c'est pour avoir la vérité. Là, on l'a pas. Toujours pas. Le chapiteau s'écroule, quoi. Encore. On se heurte à un système judiciaire qui, dans un dossier comme celui-ci, visiblement, ne se remet pas en question. Aujourd'hui, plus de 11 ans après les faits, Nathalie et ses proches attendent toujours de connaître la vérité. Un besoin de justice nécessaire pour avancer. Même si rien ne pourra jamais remplacer l'absence d'une mère. Après toutes ces années, il faut bien vivre, hein, faut bien vivre, donc voilà. Elle a bien réussi à surmonter le suicide de son mari, donc moi aussi, quoi. Enfin, faut remonter. Faut vivre, même si c'est toujours douloureux. Crime spécial, famille en quête de vérité, revient ce soir sur la mort inexpliquée d'une femme de 52 ans. Meurtre ou suicide? Voici cette mystérieuse affaire pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique d'Anne-Lise. Son corps sans vie est retrouvé au bord de la Seine, un matin d'été 1999. Une mort aux circonstances mystérieuses qui, des années après, continue de hanter sa famille. Je ne sais toujours pas comment le drame s'est produit. Je sais que ça ne me la ramènera pas, mais pour moi, c'est indispensable de savoir comment les choses se sont déroulées. Nous sommes à Troyes, dans le département de l'Aube. Cette ville d'environ 60 000 habitants conserve un patrimoine remarquable. Son centre-ville est considéré comme le plus bel ensemble citadin médiéval de France. C'est une ville avec effectivement chargée d'histoire, et notamment au Moyen-Âge, avec les foires de Champagne. Une atmosphère de grand village, parfois où tout le monde connaît tout le monde. Le 13 juillet 1999, vers 16h, c'est une belle journée d'été. Et Michel rentre tranquillement chez lui, retrouver sa femme, Anne-Lise. Mais arrivé à son domicile, Anne-Lise n'est pas là. Sa voiture non plus. Et Michel constate plusieurs éléments troublants.
Je vois que le garage de notre maison est ouvert. Bizarrement, il y a la nourriture pour les chiens qui est sur la table, prête à être distribuée. Et puis, j'avance un peu plus loin dans la maison et je vois son sac à main. Anne-Lise n'aurait jamais laissé la maison ouverte sans surveillance. Mais Michel refuse de céder à la panique. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle est partie pour quelques instants, je sais pas, chercher un paquet de cigarettes, vraiment un déplacement très court. Mais 2 heures s'écoulent et Anne-Lise reste introuvable. À 18 h, c'est un coup de téléphone qui va plonger Michel dans l'incompréhension. Un de ses amis le prévient qu'Anne-Lise n'est pas venue au rendez-vous qu'il s'était fixé dans l'après-midi. Un rendez-vous qu'elle n'aurait pas pu honorer, elle aurait prévenu. Je commence sérieusement à m'inquiéter, c'est vrai. Michel décide alors de signaler la disparition de sa femme. Des recherches sont lancées, en vain. Après 5 jours d'attente interminable, l'enquête avance enfin. Michel est appelé à se rendre immédiatement à la gendarmerie de Troyes. Je vois un inspecteur qui me pose quelques questions et qui me dit, qu'une personne a été retrouvée. Il s'agit du cadavre d'une femme gisant en bordure de Seine. Et de toute évidence, elle est morte dans des conditions étranges. On va découvrir sur son bras droit 2 choses. La présence d'un garrot sur la partie postérieure du bras droit et puis un trou au niveau du pli qui pourrait correspondre à une trace de piqûre. Les gendarmes expliquent alors à Michel qu'il doit procéder à l'identification du corps. Une épreuve terrible, insurmontable. On ouvre simplement le haut de la fermeture éclair et j'ai pas besoin de voir longtemps que c'est elle. Que c'est elle, et puis voilà. Anne-Lise avait 52 ans. Sa mort brutale et inattendue est un choc pour ses proches. Mais que s'est-il passé ce 13 juillet 1999 ? Comment Anne-Lise a-t-elle perdu la vie ? Et pourquoi son corps a-t-il été retrouvé en bord de Seine ? À la gendarmerie de Troyes, une enquête est ouverte. Et les premières investigations se concentrent sur le véhicule d'Anne-Lise, qui demeure introuvable. Et ce n'est qu'en fin de journée qu'il est finalement localisé. Le véhicule automobile d'Anne-Lise Aby est retrouvé garé en bord de Seine, dans un coin très reculé à 15 km de leur domicile. Les gendarmes se rendent immédiatement sur place. En s'approchant de la voiture, ils constatent que les clés sont encore sur le contact. Et puis ils vont découvrir un capuchon de seringue juste à l'emplacement, à proximité de la portière conducteur du véhicule. Pour les enquêteurs, le garrot et la trace de piqûre retrouvée sur le bras droit de la victime, associés à ce capuchon de seringue, les mènent à la thèse du suicide. Afin de connaître les causes exactes de la mort, une autopsie est donc réalisée le 22 juillet 1999. L'expert ne relèvera rien de particulier. Par contre, il va tout de suite demander une expertise toxicologique parce qu'au vu de la trace de piqûre, naturellement, il est nécessaire de mesurer ce qu'on peut retrouver dans le sang d'Anne-Lise Aby. Les résultats de l'expertise sont sans appel. La mort d'Anne-Lise est due à l'injection de 2 produits très particuliers. On va retrouver 2 choses. La première chose, c'est un produit anesthésiant. La deuxième chose, c'est un produit euthanasiant, dans une quantité estimée entre 5 et 15 millilitres, donc une dose létale, mortelle, sans aucun doute. Et très rapidement, on va s'apercevoir que c'est ce qui est à l'origine du décès de Madame Aby.
Au vu de ces analyses toxicologiques, les gendarmes ont désormais leur conviction dans cette affaire. Voyant cela, la conclusion logique des enquêteurs sera de se dire cette femme s'est suicidée. Elle s'est inoculée ce produit ainsi qu'un anesthésiant, donc elle s'est suicidée. Le suicide est donc retenu et le dossier est clos. Mais pour les proches d'Anne-Lise, notamment pour Hervé, son fils unique, cette thèse est inconcevable. Non, j'imagine pas ma mère faire ça. Non. Non, j'y crois pas. C'est pas possible. Alors, la piste du suicide est-elle vraiment plausible? Mais alors pourquoi Anne-Lise aurait-elle voulu se donner la mort? La vérité est-elle beaucoup plus sombre? Dans les rues de Troyes, le décès d'Anne-Lise suscite une vive émotion. Car cette mère de famille est une figure locale qui mène depuis des années un véritable combat pour la cause animale au travers de son association, la Maison de la Nature. Elle a créé l'association avec son mari et je crois 2-3 autres personnes au départ parce qu'il y avait des chats errants dans Troyes et rien n'était fait. C'est une maison dans laquelle il y a une cinquantaine, une soixantaine de chats dont on s'occupe quotidiennement. Elle est le pilier de l'association. C'est vrai que sans elle, on voit pas trop fonctionner sans elle. Créée en 1980, l'association compte dans ses rangs 4 bénévoles et sauve chaque année des centaines d'animaux. Pour Anne-Lise, leur venir en aide est une véritable vocation. Elle emmène toujours ses animaux avec elle, n'importe où elle va. Il y a toujours, de toute façon, au moins 3-4 chiens dans la voiture, ou tous. À chaque fois qu'elle venait, il y avait toujours ses animaux avec elle. C'est quelqu'un qui est d'un dynamisme total, qui va prendre en charge cette association, qui va la gérer, qui va me donner tout son temps, toute son énergie. Et Anne-Lise n'hésite pas à prendre la parole dans les médias locaux pour mettre en avant son combat. Pour sauver la vie à l'animal, pour qu'on puisse lui retrouver un nouveau maître, il faut venir nous l'abandonner dans les refuges, dans notre refuge, avec un abandon qu'on peut qualifier de légal. Et dans ce cas-là, l'animal a la vie sauvée et peut être replacé. Anne-Lise est une femme engagée, mais également une mère de famille accomplie. Nous sommes ensemble depuis 1976. Non, notre couple fonctionne très bien. Hervé, son fils unique, garde le souvenir d'une mère heureuse. Une mère qui n'aurait jamais mis fin à ses jours. Elle était très proche des personnes. Qu'on dise dès le départ que c'est un suicide, alors que ma mère était connue par la ville entière, c'est impossible. Michel, le mari d'Anne-Lise, ne croit pas non plus au suicide de sa femme, car il relève de multiples incohérences. Il n'y a aucun papier nulle part, on ne retrouve pas de petits mots. Elle n'aurait jamais pris la décision de partir sans avoir pris des dispositions pour ses animaux. À côté de la nourriture, elle aurait mis un post-it me disant distribue la nourriture, enfin donne à manger. Ça, c'est inhabituel. Pour moi, c'est une personne qui n'avait pas du tout des tendances suicidaires. Et ce n'est pas tout. Ce 13 juillet 1999 est une date importante pour Anne-Lise. Une journée qu'elle n'aurait manqué pour rien au monde. Son fils doit arriver, elle l'accueille, elle est heureuse, il doit venir d'Alsace, donc voilà, c'est une fête familiale. Elle doit fêter un anniversaire d'un de ses proches, elle doit préparer un gâteau, c'est prévu. Face à tous ces éléments troublants, Michel décide de contacter Roger-Marc Moreau, un détective privé. Et à la lecture du dossier, l'expert relève un détail étonnant concernant le lieu de la découverte du corps. On sait d'abord qu'elle a une horreur absolue de l'eau. C'est phobique chez elle. Donc l'idée de se suicider en se mettant dans l'élément qu'elle craint le plus paraît inconcevable. Roger-Marc Moreau a désormais la certitude d'être en présence d'un homicide. Mais alors, pourquoi aurait-on voulu la mort d'Anne-Lise?
La justice va-t-elle accepter de réouvrir le dossier ? À Troyes, les mois passent sans que l'enquête sur la mort d'Anne-Lise ne soit rouverte. Et ce, malgré de nombreuses demandes de Michel, le mari de la victime. Effectivement, au niveau de la gendarmerie, les enquêteurs, je les ai relancés très très souvent, et ça a duré bien longtemps. Je les relançais de façon à essayer de savoir ce qui se passait. Mais la persévérance de Michel va finir par payer. En juillet 2000, soit 1 an après la découverte du corps d'Anne-Lise, le dossier est rouvert. La gendarmerie de Troyes reprend alors l'enquête à zéro. Et le fameux garrot, retrouvé sur le bras droit d'Anne-Lise, attire toute leur attention. Le garrot était à droite alors qu'elle est droitière, donc c'est vrai que quand on est droitier, on a plutôt tendance à faire une piqûre avec la main droite, donc elle aurait dû avoir le garrot au bras gauche. Pour une personne droitière, nouer un garrot et se faire une injection de la main gauche, pour moi c'est inconcevable. Mais pour les enquêteurs, ce détail n'est pas forcément révélateur d'un éventuel homicide. On m'a affirmé que c'était possible, en faisant des contorsions et de la gymnastique possible, mais mon épouse est d'un tempérament, j'allais dire, efficace. Mécaniquement, on va nous expliquer, tout est possible. Qu'on peut, effectivement, avec la bouche, arriver plus ou moins à serrer. D'accord, mais c'est idiot, ça n'a pas de sens. Les proches d'Anne-Lise vont également alerter les enquêteurs sur un autre élément, et pas des moindres. Il s'agit des 2 produits qu'Anne-Lise se serait injectés dans les veines. Un anesthésiant, dans un premier temps, et un euthanasiant, ensuite. Ce produit anesthésiant, dès lors que vous l'avez injecté, vous n'avez pas la possibilité de vous injecter un second produit. Lorsque l'on pratique l'injection, on ne voit pas ressortir l'aiguille. On dort déjà. Si Anne-Lise n'aurait donc pas eu le temps de s'injecter un 2e produit, comment aurait-elle pu trouver la force de se jeter dans la Seine? Mais là encore, pour les enquêteurs, l'effet immédiat de ce type d'injection n'est pas garanti. La question va être très rapidement de savoir quel laps de temps entre le moment où vous vous inoculez le produit et le moment où vous allez perdre connaissance. Les experts varient quelque peu là-dessus, mais la constante, c'est de dire entre quelques secondes et 15 secondes. Mais 15 secondes, c'est terminé. Les gendarmes estiment donc qu'en 15 secondes, Anne-Lise a pu s'injecter un produit euthanasiant et aller se jeter dans l'eau. Un tel scénario ne convainc pas du tout la partie civile. Elle est seule, elle est dans sa voiture, elle a la seringue, elle veut se suicider, elle va poser le garrot, elle va se piquer et puis elle va rester à l'intérieur de sa voiture puisqu'on sait qu'en l'espace de 15 secondes maximum, elle va perdre connaissance. Pourquoi serait-elle allée se jeter à l'eau? Ça n'a pas de sens. Les enquêteurs décident de réentendre le mari d'Anne-Lise. Michel va alors leur révéler que sa femme avait un rendez-vous très important le jour même de sa disparition. Elle devait, ce jour-là, recevoir un don relativement important, 400 000 francs à l'époque, pour permettre à son association de vivre. 400 000 francs à l'époque, c'est une somme conséquente, et donc quelqu'un qui peut avoir des gros besoins peut être tenté. Les gendarmes se demandent alors si ce don financier pourrait être à l'origine de la mort d'Anne-Lise. Mais alors, qui aurait pu vouloir mettre la main sur cet argent? À ce stade de l'enquête, toutes les hypothèses restent possibles. À Troyes, les gendarmes poursuivent leur enquête. Ils se concentrent sur ce don financier prévu le jour de la disparition d'Anne-Lise. Ils veulent notamment savoir qui était au courant de cette transaction. Tout le monde a un doute sur la même personne, le collaborateur d'Anne-Lise Abi. C'était l'une des seules personnes avec son époux qui était informée qu'elle devait percevoir un don très important. Cet homme de 20 ans, que nous appellerons Nicolas, est salarié de l'association depuis 3 ans.
Au fil du temps, Nicolas parvient à s'attirer la sympathie et la confiance d'Anne-Lise. C'est quelqu'un qu'elle a pris sous sa protection. Il est arrivé à l'association, il avait à peu près 15 ans. C'est une espèce de permanent de l'association qui se présente un peu comme le fils spirituel de Madame Abi. Au fil des auditions, les gendarmes vont découvrir une autre facette de Nicolas. Celle d'un homme très attiré par l'argent. Il va user et abuser de cette association. Il va probablement prendre un petit peu dans la caisse parce qu'il y avait des trous dans la comptabilité. Autre élément intriguant, quelques jours avant sa mort, Anne-Lise avait convoqué Nicolas pour le licencier en raison de malversations financières graves au sein de l'association. Une décision que le jeune homme n'aurait pas acceptée. Il vivait mal ce licenciement et il y avait un ressenti de haine à l'encontre de Madame Abi dans les derniers temps, les derniers jours. Les doutes envers Nicolas s'installent. Mais les gendarmes s'interrogent. Comment Nicolas aurait-il pu se procurer les deux produits à l'origine de la mort de sa patronne? Très vite, les enquêteurs vont être informés qu'Anne-Lise avait chez elle ces produits destinés à l'euthanasie des animaux en souffrance. La seule personne qui sait précisément où se trouvent les produits euthanasiants et anesthésiants, c'est ce collaborateur. La seule personne qui ait l'habitude de faire ce type d'injection, c'est ce collaborateur. Les gendarmes décident alors d'auditionner Nicolas. Et son emploi du temps du 13 juillet, jour du drame, est passé à la loupe. Il va évoquer la journée, il va évoquer le fait qu'il y avait ce don qui devait venir à l'association, qui aurait été la bienvenue. Il sait tout, il est au courant de tout. Durant son audition, Nicolas admet être venu le matin du 13 juillet à l'association et avoir parlé avec Anne-Lise. On sait, des témoins ont pu le révéler, qu'il y a une explication bruyante entre Anne-Lise Abi et cette personne. Et par la suite, on sait que ce monsieur est reparti. Après cette dispute, Nicolas affirme avoir passé le reste de la journée en balade avec l'une de ses connaissances. Il dit être allé en campagne avec un de ses jeunes amis pour solliciter ses grands-parents pour avoir un peu d'argent. Il va dire qu'ils sont partis ensemble, ils ont fait des kilomètres, qu'ils se sont rendus dans tel ou tel endroit, qu'ils ont été dans tel ou tel café, qu'ils ont bu tel et tel verre. Et il va communiquer le nom de la personne avec laquelle il se trouvait ce jour-là et qui devrait pouvoir confirmer ses dires. Cet ami, que nous appellerons Luc, est alors interrogé pour vérifier l'alibi de Nicolas. Ce jeune homme va dire « Je me trouvais bien avec ce dit collaborateur, mais je ne me souviens plus vraiment de ce que l'on a fait dans cette journée. » Les enquêteurs s'interrogent. Et si les deux hommes étaient liés à la mort d'Anne-Lise? Luc pourrait-il être le complice de Nicolas? Mais Luc va avouer aux enquêteurs un élément pour le moins troublant. Il affirme avoir fait une tentative de suicide médicamenteuse en compagnie de Nicolas. Et ce, 3 jours seulement après la mort d'Anne-Lise. Le collaborateur va le convaincre de se rendre dans un bois pour qu'ils se suicident tous les deux. Pour les enquêteurs, cet aveu n'est pas anodin, car une certitude apparaît très vite. Les deux hommes n'ont pas avalé la même quantité de médicaments. Ce jeune homme va se retrouver 8 jours en réanimation. Tandis que le suspect, qui avait dû absorber très peu de produits, va se faire énormément remarquer dans cet hôpital, puisqu'il était en permanence en train de se promener dans les couloirs. Lui n'avait quasiment aucun symptôme. Alors, Nicolas aurait-il voulu tuer son ami Luc? Aurait-il cherché à se débarrasser d'un éventuel témoin? La famille d'Anne-Lise va-t-elle enfin connaître
la vérité. À Troyes, les enquêteurs continuent leurs investigations autour de cette transaction de 400 000 francs. Et ils découvrent qu'Anne-Lise n'avait pas touché cet argent le jour de cette disparition. En fait, ce jour-là, le rendez-vous qu'elle avait avec son généreux donateur avait été annulé et devait être reporté. Mais le dit collaborateur, celui qui va être soupçonné, eh bien, ignorait cette information. Pour les proches d'Anne-Lise, l'attrait de Nicolas pour l'argent resterait à leurs yeux un mobile crédible. Un mobile d'abord peut-être pour s'accaparer de cette somme, ou une partie de cette somme, mais également un mobile pour en vouloir à Elisabeth. Car lui, dans le même temps, il est écarté de l'association. Faute d'éléments probants, Nicolas n'est pas inquiété par la justice. Aucune charge n'est retenue contre lui. Et en juillet 2004, la justice décide de clore une seconde fois le dossier, en avançant la même conclusion, celle d'un suicide. Michel, le mari d'Anne-Lise, est anéanti. Les gendarmes n'ont pas été très diligents et on laisse un homme seul face à une institution. C'est le pot de fer, le pot de terre contre le pot de fer. Et il se bat avec les petits moyens qui sont les siens, mais également c'est cette volonté de défendre la mémoire de son épouse. Les années passent, mais Michel refuse de baisser les bras. En 2007, il obtient à nouveau une réouverture de l'affaire. Mais là encore, c'est la déception. Un non-lieu est rendu 8 ans plus tard. La justice, on a l'impression, dans cette affaire, qu'elle cherche à se protéger, à se couvrir parce qu'ils n'ont pas fait les actes utiles en temps utile. Il y a eu plus ou moins des compromissions de la part de certains. Mais le juge d'instruction ne conclut pas son ordonnance en invoquant le suicide. Pour la première fois dans cette affaire, la justice admet que l'intervention d'une tierce personne n'est pas exclue. À la lecture de ces conclusions, la colère envahit la famille d'Anne-Lise. On ne peut pas se contenter de cette situation insatisfaisante où on vous dit au décours d'une décision de justice, qui est une décision de justice, d'accord, elle ne s'est pas suicidée, mais on ne sait pas qui l'a tuée. C'est totalement irréaliste. Elle a été assassinée, nous devons savoir pourquoi, comment et évidemment par qui. Et les proches d'Anne-Lise veulent croire que de nouveaux témoignages sont encore possibles. Des témoignages plus précis, ce sont les clés effectivement qui permettront d'obtenir la réouverture de ce dossier, de rouvrir cette porte. Vous savez, un petit détail, un petit élément qui permettra de rouvrir ce dossier, qui permettra de nous dire « ça y est, enfin, nous avons compris, nous savons, Elisabeth, que tu n'es pas morte parce que tu l'avais choisie, mais parce que tu as subi cette mort. » Voilà ce que nous cherchons. Aujourd'hui, 17 ans après le drame, de nombreuses questions subsistent encore autour de la mort d'Anne-Lise. Des questions qui hantent au quotidien Michel. Je ne sais toujours pas comment le drame s'est produit. Je sais que ça ne me la ramènera pas, mais pour moi, c'est indispensable de savoir comment les choses se sont déroulées. Et puis, s'il y a homicide, que la justice fasse son boulot, quoi. Hervé, le fils unique d'Anne-Lise, est déterminé à connaître la vérité. Mais la perte de sa mère est une douleur qui ne s'éteindra jamais. J'oublie pas, j'oublierai jamais d'ailleurs. Bien sûr, elle me manque. Comment dire, 17 ans, après 17 ans, oui, c'est d'avoir la vérité, quoi.